Mon historia tu giun se semblo, me venion prene di mun cam, di mun usino o di Mavorio. Per Franzo di Ziolo notable, per Dius di Ziolo capellan. Franzo sun mort a tas guerros, o qua verden e Rivoli, mort per Parres, la mort miserio, per Luis XIV o Gallieni. Como eu a queres d'enfacio, era un parti floral fusil, aro de terro ple la buco, podon pas escampar lur crit, sem mort per los profetaires, sem morts per engraissar lur rics. Franzo sun mort a tas guerros, o qua verden e Rivoli, mort per Parés, la mort miserio, per Luis XIV o Gallieni. Ce soir pour ce 11 novembre, donc on puisse attendre vraiment, c'est le jour parfait pour avoir ce style de spectacle et de mémoire. Donc nous sommes ravis d'avoir cette évocation de la vie de Vincent Mouillat. Nous sommes dans une ville, je l'ai évoqué tout à l'heure en arrivant, où certains de mes prédécesseurs d'ailleurs ont été démis pour avoir manifesté leur pacifisme, puisqu'en fait nous avons un monument aux morts qui porte des plaques pacifistes, et donc le maire de l'époque, Pierre Dufourcé, avait été démis et réélu quasiment dans la foulée derrière par la population. Mais donc nous avons cette fière histoire tarnosienne aussi de pacifisme, et puis surtout de rappeler toute l'horreur qui a été la guerre. Donc c'est très important quelque part de le rappeler, surtout dans une époque un peu sombre que nous connaissons toutes et toutes, donc avec, c'est vrai, la guerre aux portes de l'Europe. On en parlait aussi, donc les marchands de canons qui finalement font toujours autant d'affaires. Donc c'est toujours important de rappeler toutes les souffrances humaines qu'ont pu endurer nos aïeux. Et je dirais que moi, à titre très personnel, ça me parle très particulièrement, puisque ça fait assez peu de temps que je sais que mon grand-père, qui était basque du Rugne, a été lui-même déserteur, puisqu'en fait il a commencé les combats en 1914, et donc en 1916, puisqu'il était dans la folie, cette folie humaine qui ont été les combats de Verdun, donc il a profité d'une permission pour rentrer à Urugne, et il est passé côté espagnol. Et donc il a été porté déserteur, il a été condamné, donc il n'est rentré que très tardivement en France, donc dans les années 25 ou 30. Et donc il a eu la chance de trouver une espagnole de l'autre côté, donc du côté Saint-Sébastien, donc il n'est pas revenu tout seul. Mais donc c'est pour ça que moi ça me parle très très particulièrement, puisque c'est vrai que pour ces personnes-là qui ont fait ce choix peut-être de survie, mais un choix de courage aussi, ça a dû être très très lourd à porter pour leur famille, puisque dans les villages, sûrement que porter le poids d'être nommé déserteur, c'était quand même compliqué, même si à l'époque, côté basque, être français ou espagnol, c'était très très relatif, puisque donc c'était relevé d'ailleurs par les rapports des préfets de l'époque. Mais bon, c'est quand même quelque chose de très particulier, c'était un moment très important, donc merci beaucoup d'être venu, et puis très bonne soirée. Nuit du 11 au 12 juin 1917. Dans une réserve à betteraves, dans la ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne, 5 hommes,
5 soldats attendent. Dans cette nuit du 11 au 12 juin 1917, dans cette ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Ces 5 hommes sont des combattants. Ces 5 hommes se sont battus. Et maintenant, ils viennent d'être condamnés par le Conseil de guerre, condamnés à mort, pour mutinerie. C'est le président de la République, Raymond Poincaré, qui, le premier, a baptisé l'année 1917 année trouble. Et en effet, elle est trouble, parce que vraiment, on ne sait plus où on en est. Ça a commencé en janvier, quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a proposé une paix sans victoire. Ça a continué quand le nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier, a commencé les pourparlers pour une paix séparée et des compromis. Ça a continué surtout en mars, quand la révolte a éclaté à Pétrograd. Le régime tsariste a été balayé. D'ailleurs, 3 jours après, Nicolas II a abdiqué. Et maintenant, on sait, on comprend que la Russie tsariste, la nouvelle Russie plutôt, quittera bientôt la guerre. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes ces divisions qui sont à l'Est, elles reviendront à l'Ouest. L'année trouble surtout, parce que l'offensive Nivelle du chemin des dames a échoué. On en parlait depuis des semaines de cette offensive Nivelle. On disait que ce serait la fin, que les Boches n'en pouvaient plus, qu'on rentrerait dedans comme dans du beurre. Et l'espoir, tout à coup, s'était levé. Oui, l'espoir. Puis on en était venu à la défaite, la plus effroyable défaite, une hécatombe. Et en plus, sans aucun effet durable sur le conflit. Et c'est à ce moment, juste après l'offensive Nivelle, très peu de temps après, que des régiments au front avaient commencé à se mutiner. Mutinerie, oui. Et c'est pour crime de mutinerie que dans la réserve à betteraves de cette ferme du Chênay, à Mézy, dans l'Aisne, 5 soldats attendent la mort. Et parmi ces soldats, un caporal. Le seul caporal. Et ce caporal s'appelle Vincent Mouliat. Pourquoi vous raconter l'histoire de Vincent Mouliat? Eh bien d'abord parce qu'elle est exemplaire. Il est en effet sûrement le seul survivant de tous les condamnés pour l'exemple. Il a fini sa vie à 95 ans, dans sa maison de Nassiette, dans les Landes, à une quarantaine de kilomètres de Dax, dans sa petite maison de Nassiette, avec sa femme, Berthe, et avec ses enfants. Jusqu'au bout, il aura gardé bon pied, bon oeil, les cheveux toujours noirs et son regard malicieux. Jusqu'au bout, il aura gardé une bonne mémoire, se souvenant de tous les cantiques que lui avait appris l'abbé Verdier, le curé de Nassiette, et aussi de quelques chansons un peu plus lestes, apprises au régiment et à la guerre. Mais Vincent Mouliat, qui est-ce? Bon, il est donc né à Nassiette, dans le canton d'Amou, le 27 mai 1888, de père inconnu et de Marie Mouliat. Et il a un frère aussi, Joseph, et une sœur aussi, Lucie. Sa mère, Marie, était journalière, très pauvre, qui gagnait sa vie en allant travailler pour quelques sous par jour dans les maisons du village. Adroite et ardente au travail, elle était très recherchée comme ouvrière. Vincent Mouliat a vécu une enfance très pauvre, toujours tête nue, pieds nus, les habits en guenilles. Mais pas malheureux, et doté d'une solide constitution. Débrouillard, adroit et souple, il grimpait dans les arbres avec l'agilité d'un singe. Ce qui, comme on le verra, lui sera bien utile par la suite. Il y a donc sa mère, qu'il adore. Et puis il y a l'abbé Verdier aussi, personnage haut en couleur. Ah, l'abbé Verdier gronde souvent, mais il aime bien le petit Vincent.
Sans doute parce qu'il n'a pas de père. Alors, en tout et pour tout, il ira à l'école 8 mois, entre 8 et 9 ans. Et le miracle, c'est qu'il apprendra tout de même à lire et à écrire, et un peu à compter. Puis les années qui s'écoulent, il travaille très tôt comme domestique, se montrant apte à tous les travaux, maniant habilement la hache, la pioche, la scie. Puis il aimait bien les animaux aussi. Il lui arrivait même d'apprivoiser des écureuils. Puis vient le temps du service militaire. 2 années passées au 18e régiment d'infanterie, à Pau. Et après le service militaire, il trouve du travail à Dax, à l'hôtel de l'Europe, où il est plongeur. Oh, il n'est pas malheureux. Mais il n'a pas le temps de souffler beaucoup. Entre le service militaire et la guerre. Parce qu'elle arrive, la guerre. Et un beau matin, les petites affiches blanches dans les rues de Dax. Mobilisation générale. Et il part. Il a juste le temps d'aller embrasser la mère Moulia. Et elle pleure, la mère Moulia. Et il y a l'abbé Verdier qui est là. L'abbé Verdier qui dit que dans les journaux allemands, on a dit du mal de Lourdes. Alors, mais c'est sûr, la Vierge ne permettra pas que ces gens-là gagnent la guerre. Et Moulia est à Pau, 6 jours, le temps d'être habillé et équipé. Et comme beaucoup de monde à cette époque, le chemin de fer en gare de Pau, les wagons. Les wagons de marchandises, bien sûr. La fameuse inscription « Hommes 40, chevaux 8, en long ». Et on part, l'effort de l'Est, et ensuite le Nord, Avesnes, et le 23 août 1914, c'est le baptême du feu. Vincent Moulia s'en souviendra toute sa vie. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Et oui, on a beau faire de l'exercice pendant 2 ans au service, c'est pas pareil. Et on avance. C'est le temps des pantalons rouges, bien visibles, de loin. Et on avançait dans les blés, et Vincent Moulia dira que ce qui les attristait le plus, eux, ces paysans des Landes, c'est qu'on marchait dans des blés mûrs, dans une moisson qui n'était pas faite. Et ça leur faisait gros au cœur à ces paysans. Et ça tire, les shrapnels, les obus, les balles qui sifflent, et on avance. Et les copains qui tombent. Et ça, c'est dur, mais on avance quand même. Et les baïonnettes. Et on avance toujours. Et on tente de survivre. Puis, c'est l'arrivée en Belgique, qui venait d'être envahie par les Allemands, malgré le traité reconnaissant la neutralité de ce pays. Salaud de Bosch! Et les villages, les Belges, vive la France! Vive la France! Et puis aussi ces réflexions en voyant tous ces régiments qui s'avancent. Oh, dis donc, hein, qu'est-ce qu'ils sont petits! Et l'explication, mais c'est normal, c'est des gens du Midi. Et Charleroi, toujours. Oh, c'est qu'un mot, Charleroi. Mais c'est déjà l'enfer, le premier enfer de la Grande Guerre. Et il est là, dans cet enfer, Vincent Moulia. Et ça tombe, dira le soir le capitaine. Ça tombe, oui. On tient un moment face à la pression allemande, et puis c'est la retraite. Vincent Moulia est à l'arrière-garde. De temps en temps, on fait face aux Allemands, puis on met un genou à terre, et on tire. À un moment, une bombe explose à 2 mètres de lui. Il est entièrement enseveli dans la terre. Mais il en sort et se relève, tout étonné d'être encore en vie. Et il voit un grand Allemand qui fonce vers lui, la baïonnette pointée, la baïonnette qui le frappe au visage. Il sent le froid de l'acier dans sa joue. Mais lui aussi, il a une baïonnette. Et il la plante dans le ventre de l'autre, qui tombe au sol avec un cri affreux. Et il se relève. Il s'aperçoit que du sang lui coule de partout. Il a la joue coupée en 2. Il rampe dans un champ de luzerne. Il se fait lui-même un pansement. Et il s'en va, tant bien que mal, rejoindre les copains. Et qu'est-ce qu'il voit? Un homme, à terre. C'est son capitaine, grièvement blessé. Il le charge sur son épaule et il le ramène dans les lignes. Et pour cette action, Vincent Moulia sera nommé caporal. Alors comme il est blessé, on l'envoie se faire soigner à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et s'il y en a un qui est fier de son galon de laine, c'est bien Vincent Moulia.
Et sitôt guéri, hop, il repart. Il est à la Marne. Et là aussi, c'est du sérieux, la Marne, long et pénible. Un soir, l'escouade de Mouliat a la chance de se loger dans une grange, avec du foin, une épaisse couche de foin. Le maximum de confort pour un poilu. Mais un des hommes manque à l'appel. Mouliat va le chercher, et il le trouve, avec un superbe lapin à la main. Bref, il ne lui fera aucun reproche. Mouliat, les gars de l'équipe disaient de lui, nous aimions notre caporal, nous avions confiance en lui, nous le suivions très volontiers dans les hardis coups de main qu'il nous proposait de faire contre l'ennemi. Nous trouvions en lui toute la qualité d'un chef, le coup de juste, l'esprit de décision, l'audace, la prudence, l'intrépidité. Il marchait toujours le premier. Et la bataille continue. Quand le régiment se reforme à Bourrieux, dans le Nord, sur 1500 hommes, il n'en reste plus que 500. Autant dire qu'on en a perdu les 2 tiers. Mais on la gagne, cette bataille de la Marne. On la gagne. Et c'est ce qui sauve tout. Et le caporal Mouliat a droit à une permission. Alors en assiette, il est accueilli par la mère Mouliat et par l'abbé Verdier, bien sûr. Et puis il y a Berthe. Ah, Berthe. Berthe, c'est une petite du village. Il aime bien Berthe, Vincent. Et elle aussi, elle aime bien Vincent, Berthe. Alors, quelquefois, le dimanche, on allait danser ensemble, avant la guerre. Mais on ne s'était pas encore causé, comme on disait alors. Ah, cette fois, c'est différent. Et oui, les permissions, ça dure pas bien longtemps. Alors le Vincent, il cause à la Berthe. Et la Berthe, bien, elle est bien contente. Et puis on est fiancés. Et on se dit qu'on se mariera. À la fin de la guerre. C'est pour bientôt, hein, ça ne peut pas durer, c'est pas possible, hein. Et le voilà reparti. On est en octobre 1914. Et Vincent Mouliat dira que de toutes les attaques qu'il a subies, celle-ci était sûrement la plus cruelle. Puis vient l'hiver. Et le 18e régiment d'infanterie, comme des dizaines d'autres régiments à cette époque, s'enfuit dans la terre. Eh oui, les tranchées, ça commence. Et ça va durer jusqu'au bout, les tranchées. Mais les tranchées, c'est un mot, ça, les tranchées. Qu'est-ce que c'est, les tranchées? Oui, alors bien sûr, il y a des photos. Ah, il y avait des photos dans les magazines comme l'Illustration. Magnifique, les tranchées, sublime. C'était comme tracé au cordeau, avec des parapets merveilleux, et puis des sacs de sable bien disposés tout en haut des créneaux. Et bien, pour pouvoir tirer, naturellement. Et puis il y avait une porte, on entrait, une pièce avec une table au milieu, et des lits tout autour, pour se reposer. Bon, ça a sûrement existé, ces tranchées, puisqu'il y a des photos. Mais disons que ça a surtout existé pour les journalistes et les hommes politiques qu'on envoyait au front. Les autres, c'était des trous, creusés dans la terre et souvent bien moins profondément qu'on le croit. C'était des fossés hâtifs, plus ou moins consolidés à mesure que les mois passaient. Et surtout, c'était la boue. Dans les belles photos de l'Illustration, il y a des caillebotis par terre pour qu'on ne... Vous pensez s'il y avait des caillebotis partout? Il y avait de la boue et on vivait dans la boue, on mangeait dans la boue, on tirait dans la boue. Et le soir, on se couchait par terre, dans cette boue. Alors évidemment, en hiver, cette boue se solidifiait, bien sûr. Mais l'hiver, il faisait froid. Tenez, l'hiver 1914-1915. Abominable l'hiver 1914-1915. Et surtout, rien n'a été préparé, on n'a pas d'équipement, rien n'a été prévu. Alors on crève de froid. Et des milliers de soldats, en enlevant leurs chaussures le matin, trouvent leurs pieds gelés, les doigts de pied qui tombent.
Bon, après, ça s'est un peu amélioré. On a donné des couvertures pour les hivers suivants, des lainages, des cache-nez, des capotes. N'empêche, imaginez la nuit par -20, quelquefois -30. L'hiver 1916-1917, il a fait -30. Et là, on est là, dans le froid, on tient le fusil et on attend. Si au moins on était sûr que le lendemain on pourra se réchauffer, pas question. Et si au moins on pouvait boire quelque chose de chaud, manger quelque chose de chaud, pas question. Oui, alors bien sûr, il y a l'homme soupe. Ah, on l'appelle l'homme soupe. Il arrive là comme ça avec ses bidons pour le ravitaillement. À condition qu'il arrive. Parce que comme il passe à découvert, mais fatalement en face, il y a toujours des lascars pour faire le coup de feu. Et puis il faut dire que les Français font la même chose avec l'homme soupe allemand. Hein. On vise, on fait un carton, pif paf, et puis l'homme soupe, ben il n'arrive pas. Alors on attend le suivant. Et quand le suivant arrive, eh ben tout est froid. Et le pire, c'est même pas le froid. Le pire, c'est l'odeur. Parce qu'entre les lignes françaises et les lignes allemandes, il y a des cadavres. Et on ne peut pas aller les chercher. Comment aller les chercher? Alors ça pue. L'hiver encore, ça pourrait presque aller. Mais l'été, la puanteur abominable. Et puis il faut dire que dans les tranchées, il y a tout de même des invités qui s'y trouvent bien. Mais oui, il y a les poux. Les uniformes de ces hommes-là sont grouillants de poux. On appelle ça des totos. Et ça procure des démangeaisons insupportables. Et puis, il y a d'autres invités qui sont les rats. Il y en a partout, ça grouille, ils sont chez eux. Ben oui, il y a du cadavre à bouffer, alors c'est pas mal. Mais il y a tellement de cadavres à manger que les rats eux-mêmes finissent par confondre les vivants et les morts. Alors le combattant, le soir, dans sa tranchée, qu'est-ce qu'il fait? Ben il s'enveloppe la tête et les mains. Sans ça, les rats attaquent les vivants, les visages, les mains. Et puis ça, c'est pas encore le pire. Le pire, c'est le bruit. Et ça ne cesse pas, parfois pendant des jours et des jours et des jours, et des nuits et des nuits et des nuits, à devenir fou, le canon qui tire, à se tenir les oreilles, c'est épouvantable. Et il faut subir, et on n'a pas le droit de ne pas subir. Et puis ces obus qui sont tirés, ben il arrive qu'ils atteignent leur but, bam, au plein milieu de la tranchée. Et alors là, c'est l'horreur à l'état pur. Il y a ceux qui sont là, qui viennent de recevoir les éclats d'obus. Ils sont déchirés, dépecés, éclatés. Celui qui est indemne reçoit tout à coup la cervelle de son copain, à qui il parlait 5 minutes avant. Et puis ces obus qui sont tirés ont fait éclater la terre. Et tout à coup, on a l'impression de se trouver au plein milieu d'une immense décharge. Tout apparaît en même temps. Il y a les vivants, les blessés qui hurlent, ceux qui viennent d'être tués, et aussi les cadavres de l'année dernière qu'on avait enterrés à la hâte et qui ressurgissent tels des fantômes de la terre pourrie. Et avec ça, des vieilles boîtes de conserve, des casques troués, des vieilles godasses, et puis des os informes. Et ils vivent là-dedans. Et ils vivent là-dedans. Et puis certains jours, ben, il faut partir à l'assaut. C'est l'attaque. Alors on est là, on tient le fusil, on attend, on sait qu'on va attaquer. Et puis il y a le capitaine ou le lieutenant qui lui regarde l'heure. C'est leur hache, en avant. Et puis là, il y a des petites échelles pour monter. Et bien souvent, il n'y a même pas de petites échelles. Mais on sait qu'en face, les autres tirent, la mitrailleuse tire, il y a un feu roulant. Et on sait parfaitement que quand on aura sorti la poitrine, on se trouvera en face de ce feu roulant. Et pourtant, ils montent. Et puis, il y en a quelquefois qui ne peuvent pas monter. Comment ne pas les comprendre? Et pourtant, ils partent presque tous. Alors, quand on lit ces histoires, quand on les entend, on se dit, mais quand même, c'est pas possible. Ils ont vécu ça pendant 4 ans. Et on se dit aussi, et nous, à leur place,
Est-ce qu'on en aurait fait autant? J'en suis pas sûr. Alors voilà, c'est ça, la vie des tranchées. Et Vincent Mouliat, il est là, au milieu des autres. Il vit. Oh, il n'est pas plus fier qu'un autre, non, 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 il supporte. Et les autres aussi supportent. Et ils sont des milliers qui supportent. Et Mouliat est dans la Meuse, à Verdun. Et ils sont presque tous passés par Verdun à cause du roulement. Et à Verdun, il est blessé. Dans une sortie, ils sont 8, lui, donc le caporal, et 7 autres. Les 7 autres, finis. Et lui, comme il est blessé, on l'envoie au poste sanitaire. Le poste sanitaire. Il faisait ce qu'il pouvait, ses médecins, ses brancaliers, c'était même des types épatants. Mais il n'était pas suffisant. Surtout après les attaques, on leur en amenait tellement qu'ils ne pouvaient pas faire face. Alors les blessés s'accumulaient dans la cour, en plein air, sous la pluie, sur leurs brancards. Et à côté d'eux, il y avait un soldat avec un gourdin. Mais rassurez-vous, ce n'était pas pour assommer les blessés, non, non, non. C'était pour assommer les rats qui couraient entre les brancards. Et ensuite, on les amenait au poste d'opération. Et là, il y avait des chirurgiens qui opéraient 24 heures sur 24. Ils en avaient tant vu. On aurait pu croire qu'ils étaient blasés. Non, même pas, ils n'étaient pas blasés. On leur amenait quelquefois de tels débris humains que même on était effarés. Des questions aussi par moments, comme à ce jeune soldat qu'on amène, qui avait 2 poings coupés. Ça va aller, mon gaillard. Qu'est-ce que tu fais dans le civil? Sculpteur, mon capitaine. Et Mouliat, soigné et ramené. Parce que dès qu'on est guéri, hop, on repart. Et pour sa rentrée, il est à Douaumont. C'est une belle rentrée en vérité. C'est l'hiver 1916-1917, le plus terrible de tous. Le vin et le café sont gelés. Le pain et la viande, on les découpe à la hache ou à la scie. Eh ouais, c'est ça, l'hiver. Mais on se dit, mais quand même, on les a arrêtés à Verdun, hein? Pétain avait dit, on les aura. Eh bien, on les a eus, non? Oui, enfin, à Verdun, il y a tout de même eu 1 million de pauvres types tombés des 2 camps. Mais on tient bon, parce qu'on se dit, au printemps prochain, on va faire quelque chose. Tout le monde en parle. Il y a un nouveau général. Il s'appelle Nivelle. Et il a un plan. Le moral est très haut dans les lignes françaises. On se dit, cette fois, c'est la fin, les Boches n'en peuvent plus, ils n'ont plus rien à bouffer en Allemagne, on va rentrer dedans comme dans du beurre. Et oui, cette fois, ça y est, on est confiant. L'offensive Nivelle a lieu le 16 avril 1917 à 6 h du matin. De toutes les lignes, dans un grand cri. En avant! Les hommes partent à l'attaque. À 7 h, la bataille est perdue. On le sait tout de suite. Mouliat et les siens partent un peu plus tard, à Craonne. Mais avant de charger, ils savent déjà que la bataille est perdue. Ah oui, les nouvelles au front, ça va très vite. On sait qu'on n'a pas détruit les mitrailleuses allemandes. Les hommes se sont rués dessus. Mais les Allemands ont tenu. On ne passe pas cette fois-ci. Et Vincent Mouliat, Vincent Mouliat, il est là, dans la tranchée, attendant leur hache, l'attaque, avec les copains. Étouffant sous le masque à gaz. Parce que maintenant, en plus, il y a les gaz. Le froid, la pluie glacée, et puis la soupe qui arrive, gelée, elle aussi, et immangeable parce que piquée par les gaz. En avant! Et Mouliat part. Dans son secteur, ça marche plutôt pas trop mal. Ils ont repris 3 kilomètres. Oh. C'est beau, 3 kilomètres. Mais bon, ceux qui arrivent au bout, ils sont pas très nombreux, hein. Enfin, c'est déjà un léger succès. Et le lendemain, un ordre. Caporal Mouliat, prenez les hommes et allez nettoyer la tranchée allemande qui est là-bas. Bon, fait Mouliat, qui est volontaire.
Alors dans la tranchée, on n'est pas très chaud. En fait, personne n'est volontaire. Alors Moulia fait « Bon, je vais y aller tout seul. » Et puis il y a Bachakou, un copain. Avec Moulia, ils se connaissent depuis longtemps. Il lui dit « je vais avec toi. » Et puis il y a aussi un petit jeune qui vient d'arriver et qui dit « moi je vous accompagne. » On ne sait pas pourquoi, mais il va avec eux. Les 3 gars partent. Ils sortent de la tranchée. Ils traversent le No Man's Land. Ils arrivent à la tranchée allemande. Ils descendent dans la tranchée allemande. Apparemment, il n'y a personne. Alors ils avancent, prudemment. Tout à coup, une sentinelle. Moulia pointe sa baïonnette, l'autre lève les mains. Camarade, camarade! Apparemment, il n'a pas l'air trop fanatique. Il fait comprendre qu'un groupe d'officiers s'est réfugié dans une des arrière-salles de la grotte. Officier, officier! Visiblement, il n'a pour eux qu'une affection très limitée. Officier, fait Moulia, on va aller voir ça. Les gars rentrent dans la casemate. Ça doit être une ancienne carrière, parce qu'il y a des colonnes tous les 5 mètres. Et tout à coup, il tombe nez à nez avec un officier allemand en train de se raser. Les 3 fusils pointés, l'Allemand qui lève les mains, puis sort son portefeuille et montre sa photo. Il a 3 enfants. Drei Kinder, ne me tuez pas. Prisonnier. Les gars continuent d'avancer et ils vont arriver dans une autre salle de la casemate. Et là, ils vont tomber sur un groupe de 7 officiers allemands autour d'une table, avec un grand gâteau et une bouteille de vin blanc. Ils se rendent prisonniers, eux aussi. Tout va bien. Moulia envoie le jeune. Va chercher du renfort. Puis on pousse les Allemands vers le haut de la tranchée. Les renforts arrivent et on les ramène dans les lignes. Alors, le colonel, il est drôlement content, le colonel. Il fait « Hé, caporal Moulia, vous avez accompli une action d'éclat. » Moulia regarde Bachakou, il fait « Dis donc, t'as vu Bachakou? On a accompli une action d'éclat. » Les 2 hommes se sont compris au premier coup d'œil. Ils vont ressortir de la tranchée, retraverser le No Man's Land, redescendre dans la tranchée allemande, repénétrer dans la casemate, et ils vont aller bouffer le gâteau et boire le vin blanc. Et à leur retour, Vincent Moulia recevra la croix de guerre sur le front des troupes. Tout de même, cité 2 fois à Craon, Moulia. Alors, l'offensive Nivelle du chemin des dames, échec total. On le sait parfaitement. Aussi bien au front qu'à Paris. Et Nivelle est convoqué par le président de la République, Poincaré, le président du Conseil, Ribaud, et le ministre de la Guerre, Painlevé. Et il doit s'expliquer. Ils sont planés sur lui du scepticisme, mais aussi de l'hostilité. C'est qu'au gouvernement, on aimerait bien qu'il s'en aille, Nivelle. Mais il ne veut pas s'en aller, Nivelle. Alors, quand un de ses généraux lui fait un rapport en lui disant « Mon général, l'hécatombe est terrible, c'est l'armée française tout entière qui va disparaître. » Il répond « La victoire est pour demain, et il faut continuer. » Et à quelque temps de là, le député Ibar Negaray parlera en comité secret à l'Assemblée nationale. Et il sait de quoi il parle, Ibar Negaray, parce que ce député est en même temps officier d'infanterie, et il a chargé à la tête de ses troupes pendant l'offensive Nivelle. Et le tableau qu'il peint est hallucinant. Il montre les hommes qui courent vers les mitrailleuses, qui croient avoir passé les lignes allemandes, qui tournoient, et il y a encore d'autres mitrailleuses allemandes qui les balayent par le flanc. Il peint ces chasseurs, ces fantassins qui tombent, qui ne savent plus où aller, ces Sénégalais qui n'ont plus de commandant, qui grelottent. Alors de tous les rangs des députés se lève une immense pitié pour ces hommes qu'on a envoyés à l'abattoir pour rien. Et ce qui se lève aussi, c'est une immense colère, de plus en plus violente. Alors si ces députés qui n'y étaient pas sont en colère, imaginez un peu les sentiments de ces hommes qui, eux,
y étaient. Et on les envoie vers l'arrière, dans des camions bâchés, et ils sont là, prostrés, gelés, dans leur capote caparaçonnée de boue. Et ils traversent des villes comme Épernay, Château-Thierry, et les habitants stupéfaits entendent des cris qu'ils n'ont jamais entendus depuis le début de la guerre. Nivelle, assassin! Nivelle, assassin! Vive la paix! Vive la paix! Oui, vive la paix! Jamais l'armée française n'avait poussé un tel cri. Les mutineries ont commencé dès le début de l'offensive Nivelle. Les 16 et 17 avril, il y a déjà des abandons de poste face à l'ennemi. Et à mesure que les jours passent, le mouvement s'accélère. À Mourmelon, à Pouilly, on prend à partie les officiers, on refuse de marcher, on chante l'international. Et il y a pire, dans un régiment, il y a un médecin militaire, très très dur. Par exemple, quand un homme dit qu'il est malade, il lui dit « Bah, t'es un simulateur, allez, au front, au front !» Et puis quand il y a des blessés, il lui dit « Mais les gars, hey, vous êtes déjà sur pied, allez, allez, au front, au front !» Eh bien, ce médecin, on le repère, on l'entoure et on le frappe. Alors 3 gendarmes arrivent pour le défendre, revolver au poing. Mais on désarme les gendarmes et on les pousse vers des arbres qui sont là et on les pend. Et le mouvement s'accélère encore. Bientôt, ce sont des régiments entiers qui se révoltent. 54 divisions, la moitié de l'armée française. Alors, dans une telle tempête, comment le 18e régiment d'infanterie, le régiment de Vincent Mouliat, aurait-il pu rester à l'écart? À Craonne, le 18e régiment a perdu 20 officiers et 824 hommes. Alors on les envoie au repos, dans des petits villages, comme Villers-sur-Fer ou Mézy. Ah, on pourrait penser qu'après l'enfer des tranchées, ces hommes étaient envoyés dans des petits villages comme Mézy, pour se reposer, dormir dans des chambrées, se laver, se changer. Eh ben non. Le plus souvent, on les logeait dans des granges. Et il faisait froid dans ces granges. Ben oui, c'est pas hermétique une grange. Alors pas question de se déshabiller et de se changer. Pour se laver, il y avait la rivière. Alors l'hiver. Et pour le ravitaillement, mais c'était comme au front, il y avait des retards, ça n'arrivait pas. Et puis Mézy, c'est à quelques centaines de mètres de la ligne de feu. Alors le bruit était permanent, pas question de se reposer. Quand les hommes sont arrivés à Mézy, ils n'étaient pas contents. Alors les officiers leur ont dit même, non, rassurez-vous, c'est provisoire. Bientôt, on va aller un petit peu plus loin. Oui. Et puis, il y a des permissions. 25% de permissions. 1 homme sur 4. Oui, ça c'est bien, ça c'est très bien. Oui, c'est bien. Mais à mesure que les jours passent, ça baisse. 20%, 15%, 11%, 9% de permission. Et le pire, le 27 mai, jour de la Pentecôte, et l'anniversaire de Vincent Mouliat, bien sûr. Dans l'après-midi, un bruit court dans le village. Et qu'est-ce qu'il dit, ce bruit? Il dit que le 168e régiment, qui devait monter en ligne, vient de se mutiner. Alors les hommes, bon, ils ne sont pas surpris, hein. Des mutineries, il y en a tout le temps, il y en a partout. Oui, mais là, comme le 168e s'est mutiné, c'est le 18e régiment qui doit monter en ligne à la place. Le 18e régiment d'infanterie, le régiment de Vincent Mouliat qui en sort à peine, qui a été brisé. Et du coup, eh bien, toutes les permissions sont supprimées. Non, mais c'est pas vrai. Oh. Alors c'est la colère, les hommes se répandent dans le village. Vincent Mouliat s'en souvient, ils couraient partout comme des fous. Il y avait des civils avec eux, il y avait des femmes aussi. Et ils ont descendu la grande rue du village, sans savoir exactement où ils allaient. Et ils ont installé des mitrailleuses aux issues du village, pour se sentir chez eux. Et puis tiens, on va aller crever les pneus des camions. Comme ça, on partira pas. Non mais alors. Et Vincent Mouliat dans tout ça? Vincent Mouliat, lui, il n'est pas d'accord. Ah oui, quoi? Moi, Vincent Mouliat, caporal pour avoir sauvé mon capitaine,
Vincent Mouliat, blessé à Verdun, croix de guerre sur le front des troupes pour avoir fait 8 officiers allemands prisonniers, je ne marche pas. Ben quoi? Cette guerre, on l'a pas voulu. Une guerre, c'est fait pour être gagnée. On va quand même pas laisser le Kaiser aller se pavaner sur les Champs-Élysées. Eh oui, le caporal Vincent Mouliat pense toujours que la force principale des armées, c'est la discipline. C'est pour ça qu'il crie pas Mouliat. Il défile pas Mouliat. Il chante pas l'international Mouliat. D'ailleurs, au commencement de la révolte, il est au cantonnement des officiers parce qu'on l'a chargé d'une répartition de vivres. C'est pour ça qu'il participe à rien. Et mais seulement voilà, au cantonnement des officiers, il y a aussi un certain capitaine Lasserre, qui n'aime pas du tout Vincent Mouliat. Lasserre arrive, croise Mouliat et fait « Eh bien, vous, Mouliat, vous en avez fait de belles, vous et les vôtres. » Pardon, mon capitaine, pardon, moi j'ai rien fait du tout. Je suis resté là tout seul. Oui, mais puisque c'est comme ça, trouvez-moi l'ordonnance. Mais où voulez-vous que je la trouve, mon capitaine? Oh, mais je ne sais pas, moi. Dans le village, trouvez-la moi, j'en ai besoin. Et Mouliat part. Pour la première fois, il est réellement mêlé au mutin. Alors il trouve l'ordonnance, mais elle est complètement saoule. Alors il fait, dis donc, débrouille-toi, il y a le capitaine Lasserre, là, qui te réclame. Hein? Quoi, qu'est-ce que tu as? Hein? Où est-ce qu'il est, ce capitaine Lasserre? Que je crève! Oh non, fait Mouliat, non, surtout pas ça. Et Mouliat revient au cantonnement, retrouve le capitaine Lasserre, lui fait, mon capitaine, j'ai bien trouvé l'ordonnance, mais il n'y a rien à en tirer, elle est complètement saoule. Mouliat omet au passage de citer les phrases exactes de l'ordonnance concernant le capitaine Lasserre. « M'étonne pas de vous, fait Lasserre, et il s'en va, très mécontent. » La nuit arrive. Les émotions, ça fatigue. Mouliat va se coucher, et il s'endort tout de suite. Le lendemain matin, il se réveille, il se lève, il sort, et il tombe nez à nez avec un capitaine de gendarmerie qui le regarde d'un air soupçonneux. « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? »« Oh ben, mon capitaine, moi j'étais là pour surveiller les munitions et les vivres. Ah, vous pouvez vérifier, hein, il manque rien du tout. »« Ouais, bien. On va à Beaurieu, à l'état-major. Venez avec nous, on vous emmène. » Et puis là, il y a des camions. Alors ils grimpent dans les camions et ils partent. Direction Beaurieu. Mais avant Beaurieu, ils retraversent le petit village de Mézy. Et là, c'est plus le climat de la veille. L'exaltation est retombée. Les hommes sont là, perdus, prostrés. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a été fous. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Et puis il y en a 3 qui montent docilement dans les camions. Et on part, direction Beaurieu. Et à Beaurieu, c'est encore le capitaine Lasserre qui est là pour les réceptionner. Alors le capitaine de gendarmerie fait, bon bah, on vous en amène 3, hein, et voilà le caporal Mouliat, hein, qui lui a fait son devoir, hein. Bien, fait Lasserre. Descendez. Et là, le long du canal de l'Aisne, il y a un camp. Un champ plutôt, entouré de barbelés, avec des Sénégalais qui veillent à l'entrée. On pousse les soldats dans le camp. Et Lasserre fait à Mouliat, « Et vous, Mouliat, allez avec eux. » Tiens, fait Mouliat, moi aussi prisonnier. Pourquoi? Enfin, c'est bizarre. Et puis il entre dans le camp. Ils ont des tentes, ils les montent. Et ils s'installent. Ils sont 42 dans ce camp, du 18e régiment, qu'on a été recherché un peu partout. Mais Mouliat se dit toujours, puis tout de même, moi prisonnier, mais pourquoi?
il m'en veut, ce capitaine Lasserre. Là-dessus arrive l'état-major, au grand complet, avec le général Paquet, furieux. Paquet passe au milieu des hommes, puis s'arrête devant Mouliat. Eh bien, vous, caporal Mouliat, que l'ai cité il y a 6 jours à peine. Mouliat, vous avez trahi votre drapeau. Mouliat, vous avez souillé l'honneur de la France. Je vous plains. Alors il voudrait répondre, Vincent Mouliat, il voudrait s'expliquer naturellement. Mais vous savez, quand on n'a pas trop d'instructions, et puis tout de même, et c'est un général. Alors il dit rien. Et le général s'en va. Quelque temps après, on viendra les chercher en camion. Et on les amènera dans une maison à Craonne, où ils vont avoir encore à patienter. Et un beau matin, on viendra en chercher 12. Pourquoi 12? Parce que le 15 mai 1917, Pétain a été nommé commandant en chef à la place de Nivelle, avec une double mission. Premièrement, rétablir la situation militaire. Et deuxièmement, mettre fin à la crise du moral dans l'armée. Pas facile, hein? J'en viendrai à bout, fait Pétain. Mais il faudra des exemples. Des exécutions dans chaque corps d'armée. Sévérité pour que la répression soit limitée. Le 18e régiment s'est mutiné, il y aura donc des exécutions dans le 18e. Oh, ah oui, pardon, mon général, mais c'est tout le 18e régiment qui s'est mutiné. On ne peut pas juger un régiment tout entier. Ah oui, c'est juste. Alors comment faire? Et puis là, il y a un officier qui lui a une idée, parfaitement, ça peut arriver, et il fait, mais on n'a qu'à en prendre 12. Oui, bonne idée, mais comment on les choisit? Ah oui, c'est juste. Eh bien, on n'a qu'à prendre ceux qui totalisent le plus grand nombre de jours de prison. Ah oui, bonne idée. Et on le fait. Et on en a 12. Et le 12e, c'est le caporal Chrono. Seulement voilà, il proteste, Chrono. Bah oui quoi, moi le jour de la révolte, j'étais à 40 km. Ah oui, il était à 40 km. On ne peut pas le garder sur la liste, il était à 40 km. Alors on raye Chrono. Mais il nous faut un caporal, sinon on dira qu'on a jugé que des hommes du rang, sans grade. Un caporal. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre comme caporal? Bah on choisit Mouliat, évidemment, parce qu'il était là. Et c'est comme ça que le 7 juin 1917, ils arrivent à 12, au Conseil de guerre, à Mézy. Conseil de guerre qui a été établi dans la grande salle d'une école. À gauche, l'accusateur, le commandant Oliveri. Mouliat le connaissait, c'est un ancien marchand de poissons d'Osgore, un grand blond. À droite, l'avocat commis d'office, le lieutenant Vivien. Au milieu, les 12 gars. Et puis une garde d'honneur avec casque en tête, jugulaire et fourragère. Voilà. Le tribunal entre. Salut. Tout le monde s'assied. Et ça commence. Le cauchemar commence. Le colonel interroge. Non. Prénom. Matricule. Grade. Caporal Mouliat. Vincent, mon colonel. Et l'affaire qui s'avance. Et Vincent Mouliat comprend qu'il y a un rapport contre lui. Un rapport qui l'accable. Et ce rapport est du capitaine Lasserre. Oh, mais pourquoi il m'en veut comme ça, ce capitaine Lasserre? Qu'est-ce que je lui ai fait? Là-dessus, les témoins défilent. 25, dont 15 soldats et des officiers. Le commandant Robert qui dit « Et quant à moi, je tiens à témoigner que le caporal Mouliat a toute ma confiance. » Eh bien oui, c'est un brave. Et d'autres officiers qui disent « Et Mouliat était dans tous les coups durs, et il soutenait toujours le moral des siens. »
ça marche, se dit Mouliat, qui jubile. Mais vient le tour du capitaine Lasserre. Et là, c'est le cas de le dire, mais Mouliat serre les poings. Il a l'air gêné, le capitaine Lasserre, mal à l'aise. Et il dit seulement, colonel, je tiens à rectifier certains termes de mon rapport. Le caporal Mouliat est un brave. Oui. Et c'est tout. Alors l'accusateur, le commandant Oliveri, prend la parole. Et quant au caporal Mouliat, c'est lui l'instigateur de la révolte. La preuve, il a insulté un sergent. Alors Mouliat se dresse. Oh non, mais c'est pas vrai, c'est pas moi. Silence, fait le colonel. Puis, le lieutenant Vivien, le défenseur, parle à son tour. Et Vincent Mouliat a trouvé que Vivien, il avait drôlement bien parlé, Vivien. Ah oui, il a très très bien parlé, Vivien. Oui, bien. Seulement, le colonel lui avait dit, mon lieutenant, surtout pas de longueurs inutiles, je vous prie. Verdict, sur 12, 5 condamnations à mort. Et Vincent Mouliat dira, beaucoup plus tard, qu'est-ce que vous voulez? Tout était dit depuis le début. C'est tombé sur nous. Ah, c'est tombé sur moi. Et donc, les voilà, dans cette réserve à betteraves de cette ferme du Chênay à Mézy, dans l'Aisne. On les a poussés là, sous cette voûte, sans aucun confort. Et puis il y a l'odeur, du détritus de betterave. C'est que ça sent pas bon, la boue de betterave. Ben quoi? Mais il n'y a rien pour se coucher, fait Mouliat au gendarme d'Aribert qui est là pour les garder. Il y a du déchet, c'est de la boue ou de la merde. Oh, Mouliat, moi j'y peux rien, fait d'Aribert. Ah, écoutez, chef, dehors, il y a des piquets et du fil de fer. Je veux bien faire un treillage. On mettra de la paille dessus. Ben, c'est vrai, quoi, on est des condamnés à mort, mais on a bien le droit d'enlever le fumier et de dresser les couchettes. Alors on consulte un lieutenant, qui est d'accord. Mouliat confectionne un treillage, ils mettent de la paille dessus, comme ça, ils auront au moins le cul sec. La nuit arrive, ils vont se coucher. Et après un moment, là où il est, Vincent Mouliat aperçoit au plafond, dans la voûte en briques, un ray de lumière. Tiens, en regardant mieux, les yeux s'habituent à l'obscurité. Il distingue nettement une ouverture dissimulée sous un couvercle en tôle. Et il comprend. C'est par là qu'on doit apporter les betteraves pour qu'elles tombent dans la réserve. Intéressant. Il faudra voir. Et il s'endort. Le lendemain matin, il demande d'aller au cabinet. Un gendarme l'accompagne. Il monte l'escalier. Mouliat rentre dans le cabinet. Et à ce moment-là, à 100 mètres à peine, boum! Une bombe explose. Alors le gendarme panique. Bon, Mouliat, tu y es, oui, tu y es, tu te débrouilles, Mouliat. Une minute, chef, je fais que commencer. Et le gendarme s'éclipse. Mouliat sort alors du cabinet. Il a pris en bas un piquet avec un restant de treillage et il l'a caché sous sa tunique. Il soulève la plaque de tôle, place en travers le piquet avec le fil de fer qui pend. Puis il rabat la plaque de tôle, redescend l'escalier et rentre dans sa prison. 2 jours, 2 nuits passent. En fait, Vincent Mouliat, il avait toujours confiance. Ben oui, il se disait, quand même, on va pas me tuer. Pas moi, c'est pas possible. Je serai gracié. Mais dans la nuit, il entend du bruit. Un piétinement. Des hommes qui prennent position dans la cour. Il écoute et il entend nettement 2 types qui parlent en patois. C'est son patois à lui, Mouliat, de la région de Pau. Et le premier type dit à l'autre, « Quand même, hein, j'aurais jamais cru qu'on me ferait faire une chose pareille.
Et l'autre lui répond, « Oh mais tu sais, moi je tirerai pas sur eux, hein. Moi je tirerai à côté, ou ben je tirerai en l'air. » Et Moulia comprend, c'est le peloton d'exécution, plus une minute à perdre. Alors Moulia va réveiller le gendarme d'Haribert qui dort. « Chef, réveillez-vous, vite !»« Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Moulia ?»« Ben chef, j'ai la colique, chef. »« Ouais, quoi, Moulia, t'as la colique? »« Eh bien chef, je veux aller au cabinet. »« Oh, Moulia, tu nous emmerdes. Si c'est pressé, tu fais par terre. »« Oh ben non, chef, c'est pas une réponse, ça. Levez-vous. » Alors en maugréant, Haribert se lève et se dirige vers la porte d'entrée. Bon, on y va. Ah, il l'ouvre, il sort, il rejoint les autres gendarmes et il bavarde avec eux. Pendant ce temps, Vincent Moulia tire doucement la porte vers lui, la referme, tourne la clé dans la serrure. Le gendarme d'Haribert est enfermé dehors. Alors Moulia retire ses chaussures, tire sur le fil de fer qui se déroule et grimpe en enfonçant ses doigts et ses orteils dans les trous du treillage. Arrivé en haut, il attrape le piquet, repousse la plaque de tôle, passe péniblement par l'étroite ouverture et hop, le voilà dehors. Mais pas de chance, il tombe sur une sentinelle. La sentinelle est ahurie. Bah oui, il faut dire que la nuit est noire, il n'y a pas de lune, pas d'étoile, rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Fait la sentinelle. Et Moulia, tu reconnais pas ton cuistot? Oh, fait la sentinelle, et Moulia, profitant de la surprise de la sentinelle, ping, lui donne un grand coup d'épaule qui l'envoie rouler dans l'escalier, balaboum. Pendant ce temps, le gendarme d'Haribert essaie d'ouvrir la porte, il appelle, où es-tu, Moulia? Mon Dieu, Moulia, où es-tu? Alors d'Haribert monte 4 à 4 l'escalier, et arrivé en haut, il aperçoit nettement dans le fond de la prairie l'ombre de Moulia qui s'échappe en courant. Alors d'Haribert tire, et Moulia court si vite qu'il ne voit pas qu'au bout du pré, il y a un énorme treillage. Il tape dedans si fort qu'il rebondit comme un ballon. Alors il se relève étourdi, puis il prend son élan et hop, il saute par-dessus le treillage. Il n'avait jamais sauté si haut de sa vie, Vincent Moulia. Et d'Haribert tirait toujours, pan, et Moulia court et contourne le village par le haut, puis redescend vers le canal de l'Aisne. Et là, il y a un pont. Le pont sur le canal de l'Aisne, il le passe facilement, il n'est pas gardé. Mais au-delà du canal, c'est un canal latéral, il y a l'Aisne. Et là, le pont est gardé. 2 sentinelles. Il sait qu'il ne peut pas passer. Mais entre le canal et l'Aisne, il y a un marécage avec des roseaux. Moulia court dans le marécage, s'accroupit entre les roseaux, s'enfonce dans l'eau. Personne ne peut le voir. C'est toujours la nuit noire. Un peu plus tard, il entend la patrouille qui arrive en courant. On le cherche partout, ni vu, ni connu. La nuit s'avance, puis l'aube. Et tout à coup, dans le silence de l'aube, une salve. Puis, à intervalles rapprochés, 3 coups de feu. Les coups de grâce. Alors Vincent Moulia est pris d'une immense tristesse, d'une immense lassitude. Les copains. Mais pourquoi 3? Parce que, et Moulia l'apprendra beaucoup plus tard, Cordonnier a été gracié au dernier moment. La nuit, la journée, il ne peut pas passer. Mais la nuit encore. Et là, il faut passer. Ah oui, il ne peut pas rester là, il mange uniquement des tiges de roseau et de l'oseille qu'il a trouvé. Et il boit l'eau du canal. Alors il décide de passer le pont. Dans la nuit, il s'avance. À l'entrée du pont, il y a la première guérite. Alors il s'approche. Et tout en s'approchant dans la nuit, il entend de plus en plus distinctement un ronflement sonore. Elle dort, la sentinelle. Alors Moulia passe sur le pont, en direction de la deuxième guérite. Et là-bas, tout au bout du pont,
dans cette deuxième guérite, il y a une bougie qui brûle. Alors Moulia se dit, bon, je vais passer rapidement, il va me tirer dessus, ça c'est sûr. Mais moi je vais courir en faisant des zigzags. Comme ça, si ça se trouve, il ne pourra pas m'atteindre. Alors il avance, il avance, il avance, il avance. Surprise! La deuxième sentinelle dort aussi. Ah, il est tout content, Vincent Mouliat. Il n'a jamais eu autant de chance dans sa vie. Et le voilà qui court dans la campagne, les pieds toujours dans ses chaussettes trouées. Il a les pieds remplis de sang, mais aucune importance. Il ne sent aucune douleur. Il court, il court, il court. Et en courant, il arrive au village de Pargnan. Un très joli petit village. Et à Pargnan, il va aller frapper chez une dame qu'il connaît, Madame Charpentier. Et Madame Charpentier lui ouvre, le reconnaît et le regarde. Et dans quel état? Vous imaginez? La chemise tachée de sang, le pantalon déchiré, les pieds nus. Comment? C'est vous, monsieur Mouliat? Oui, Madame Charpentier, c'est moi. Il me cherche. Il va me tuer. Oh, alors. Eh bien, entrez, monsieur Mouliat. Alors, il entre. Vous avez faim, peut-être? Oh oui, madame. Alors 1, 2, 3, 4 assiettes de soupe, il en aurait mangé 3 douzaines d'assiettes de soupe. Et madame Charpentier va le cacher pendant 2 jours dans un réduit. Elle va accumuler des fagots autour de lui. Et à la fin du 2e jour, elle va le trouver. Et elle lui dit, vous savez, monsieur Mouliat, il y a des soldats partout dans le village. Et tout le monde parle de votre évasion. On ne parle plus que de ça, d'ailleurs. Alors, c'est trop dangereux. Il faut repartir. Et Mouliat part dans la nuit. Mais où aller? Et là, il a une idée. Il se trouve en ce moment au plateau de Pessy, à 100 mètres à peine de la ligne de feu. Pourquoi ne pas y retourner? C'est vrai, quoi. Il passe sa vie dans les tranchées, Mouliat. Alors il se dirige vers les lignes. Une tranchée, c'est la relève. Il profite de la relève et il entre dans la casemate. Et là, il trouve un sac. Alors il l'ouvre. Et dedans, il y a une vieille capote et une tunique. Il les prend. Un peu plus loin, des brodequins. Les brodequins lui vont. Un peu plus loin encore, un fusil, un mousqueton. Le voilà équipé. Mais pour aller où maintenant? Paris? Pourquoi pas Paris? J'ai une tante qui habite avenue de Breteuil. Elle me cachera. Et puis Paris, c'est grand Paris, hein? On ne trouvera pas. Bah oui, Paris, mais il faut encore passer le canal de Loise-Haleine. Et là, les sentinelles vont pas dormir. Ça se refait pas 2 fois un coup pareil. Et pourtant, Vincent Mouliat a encore une fois de la chance. Une file de camions passe au ralenti sur le pont. Mouliat bondit dans le dernier camion, traverse le pont, et de l'autre côté, il continue à pied. Et là, il va marcher comme ça pendant 8 jours. 8 nuits, plus exactement, puisque la journée, il se cache et il dort, pour ne pas être repéré. Il mange, il ne sait même pas ce qu'il a mangé. Un jour, en rencontrant un détachement militaire, il a osé faire la queue et présenter sa gamelle comme les autres soldats. C'est le seul repas qu'il ait fait vraiment. Vincent Mouliat n'avait que 7 francs dans sa bourse. Le gendarme d'Haribert l'avait soulagé de son pécule militaire. Grand bien lui fasse. Alors, pour s'alimenter, il partageait avec les oiseaux les fruits des cerisiers. Un jour, près de Château-Thierry, il tombe dans une mare profonde d'où il ne sort qu'avec peine. Le lendemain, il se dépouille de tous ses vêtements pour les faire sécher et se recouvre le corps d'herbe pour se mettre à l'abri des moustiques qui le dévorent. Puis, il trouva du travail chez divers paysans, ce qui lui permit de gagner un peu d'argent pour s'acheter du pain. Il arrive au pavillon sous bois, un tramway. Il grimpe dans le tramway, il arrive à Paris. À Paris, les gares étaient remplies de poilus permissionnaires. Se cacher au milieu d'eux dans la cohue peut paraître facile au premier abord, hein. Mais Vincent Mouliat découvrit plusieurs dangers pour lui.
Tout d'abord, il n'était pas si aisé d'entrer dans les gares et d'en sortir. Des gendarmes, des officiers, des agents contrôlaient les permissions. Et évidemment, Mouliat n'en avait pas. Il avait aussi à craindre d'être reconnu par d'éventuels camarades. Et c'est là où ses longs cheveux et sa barbe broussailleuse lui rendirent bien service en cette occasion. Par précaution, il remonte le bout de son nez avec un fil de soie qui, partant de la tête et descendant derrière les oreilles, traverse les longues moustaches. Vu le profil, sa figure était parfaitement méconnaissable. Un autre danger pour lui était son costume. Ah oui, son régiment n'était pas censé être en permission, mais aux tranchées. À la gare de l'Est, il demande son chemin pour l'avenue Breteuil. On le lui indique. Au 17, il entre et frappe à la porte vitrée de la concierge. Une femme apparaît. « Bonjour madame, je voudrais parler à madame Mouliat. »« Non, mais elle n'est pas là, madame Mouliat. »« Je suis son neveu. »« Elle n'est pas là, madame Mouliat. Elle est partie, madame Mouliat. Elle habite plus ici, madame Mouliat. »« Eh bien, où est-ce qu'elle habite alors ?»« Oh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein, Pépé, on ne sait pas. On ne sait pas. » Et elle claque la porte. La vérité, c'est qu'en chemin, Vincent Mouliat avait écrit à sa tante, en lui disant « J'arrive ». Et elle avait pris peur, la bonne femme. C'est pour ça qu'elle n'avait pas voulu se montrer. Alors, plus de tante. Où aller? Ben, le pays. Pourquoi pas le pays? Alors, il part pour le pays. À la gare Montparnasse, il se dirige vers les cabinets. Un poilu de la région de Montpellier, ayant besoin des cabinets, avait suspendu à l'extérieur tout son fourniment, tunique, capote, casque, musette. Mouliat s'empare de tous ses effets et met les siens à la place. Puis, contournant la gare Montparnasse pour atteindre le train de Bordeaux, qui va partir dans un instant, il se heurte à une espèce de brute de sentinelle qui l'interpelle méchamment. « Eh, toi, il en avance pas, fiche le camp, hein? Et plus vite que ça, hein? » « Mais, camarade, je meurs de faim. Laisse-moi au moins aller au buffet. »« Meurs de faim, au buffet. Oui, bon, ça va. T'as l'air d'un bon gigue. Allez, tu files au buffet, mais tu reviens tout de suite, hein. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Promis, juré. » Évidemment, Mouliat ne va pas au buffet. Il contourne le buffet. Et il va bondir dans le train de Bordeaux qui part à l'instant même. Et là, il se mêle à un groupe de poilus permissionnaires basques. Au milieu d'eux, il ne serait pas contrôlé. Il passe toute la journée dans le train. Et le soir, il arrive à Bugloz. Il n'y a pas de contrôle à Bugloz. C'est un petit village tout près de la maison natale de Saint-Vincent-de-Paul. Et Mouliat marche. Et au matin, il arrive à Dax. Alors il se précipite chez le père de Berthe, qui travaille pour l'armée. En plus, le père de Berthe lui ouvre. « Toi, c'est toi! Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou! Tout le monde te cherche! Les gendarmes, l'armée, tout le monde! » Mais prêtez-moi un vélo, juste pour aller à Nassiette. Non, pas question. Tu vas te faire prendre, et on reconnaîtra le vélo, et je serai complice. Va-t'en, Mouliat, va-t'en. Et Mouliat part, seul, sur la route, 40 kilomètres. Il arrive à Nassiette, la maison de sa mère. Il frappe. La voix de sa mère. « C'est toi, Vincent ?»« Oui, c'est moi. Ouvre-moi. » La mère Mouliat lui ouvre. « Oh, Vincent !» Et boum, elle tombe comme une masse sur le carreau. Oh. Revenue à elle, la mère Mouliat tient un long moment les mains de son fils dans les siennes, en répétant « Mundi, 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 Mundi !» Bien sûr qu'elle va le cacher dans le vieux four à pain qu'on n'utilise plus. Et Vincent s'inquiétait. Les gendarmes étaient-ils venus à la maison? Oui, bien sûr qu'ils étaient venus, tous les jours, au début. Puis de temps en temps, depuis 2 ou 3 semaines, ils avaient fouillé partout, recherché des courriers, bouleversé des tiroirs, avaient même placardé un avis de recherche sur la porte de la mairie.
Et la mère Moulia tenait toujours les mains de son fils dans les siennes, en répétant « Mundi, 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 Mundi ». Mais qu'avait-il donc fait, mon Vincent? C'était-il vrai que c'était un meneur, un mutin, un mauvais français, un déserteur? Et Vincent la rassurait, racontait son histoire, l'énorme injustice dont il était victime. Il fallait attendre la fin de la guerre. Une fois la paix revenue, on la lui rendrait, sa justice. Et la mère Moulia va cacher son fils pendant plusieurs semaines dans le vieux four à peigne qu'on n'utilise plus, sans que personne ne s'en rende compte. Et Berthe est avertie, et elle vient le voir à la nuit tombée. Elle ne peut pas s'en empêcher, la petite Berthe, la petite couturière. Mais dans la nuit et dans le village, des gens la voient aller chez la mère Moulia. Et bien sûr, ça commence à bavarder. Allez, Vincent, il faut partir. Alors il va se cacher dans les bois, Vincent Moulia, et il construit une cabane, et pas n'importe laquelle, on s'en doute. Prudent et rusé comme on l'a déjà vu, il commence par aménager dans les épais ronciers d'un secteur de la forêt un véritable tunnel comme ceux où se faufilent les animaux sauvages. On peut s'y glisser qu'en rampant, et encore, si on est mince et souple. Au cœur du roncier, il défriche plusieurs mètres carrés de broussailles, abat des arbres. Il se construit quasiment une vraie maison, avec un toit de chaume à 2 pentes percé d'une cheminée. Il la cerne d'un fossé pour la protéger des eaux. Construit une table et un chalit où il dormira sur un matelas de foin. Il nettoie un coin de bois pour y planter du persil, de l'ail, des oignons, quelques pieds de salade et même des fleurs. Il aménage un lieu d'aisance et un lavoir alimenté par les eaux de la source qui jaillit tout près. Il entoure sa propriété, on peut le dire, il entoure sa propriété de piquets reliés entre eux par une double paroi de lianes entrelacées qui comble d'argile tassée. C'est une hutte, une cabane, mais c'est aussi un fortin. Et pour son confort, sa détente, il s'est même fabriqué un fauteuil où il aime s'asseoir près de la cheminée. Parce qu'il sait que ça va durer. Et ça dure, ça dure. Et le problème du ravitaillement commence à se poser. Parce que, le persil et les oignons, ça va un peu, hein. Mais il faut de la viande. Il n'ose pas se servir de son fusil, le bruit éveillerait les soupçons. Alors il se rend subrepticement la nuit dans le village pour y dérober des œufs par-ci, une poule par-là. Mais dans le village, le bruit commence à courir que Moulia est de retour. Certains le croient, d'autres en sont sûrs. Une nuit, un habitant du village, Fédancieux qui s'appelle, aperçoit une silhouette de femme, toute de noir vêtue, portant un foulard. Il la salue, pas de réponse. Ce n'est que bien plus tard qu'il comprendra qu'il s'agissait de Vincent. Mais une autre fois, un type le voit. Et à la tête du type, Vincent comprend qu'il va le dénoncer. Son instinct de bête traquée l'avertit du danger. Alors il suit l'homme dans la nuit, jusqu'à la maison que celui-ci habite. Je suis sûr que Moulia se cache dans la forêt. Il faut le signaler aux gendarmes. Dans son émotion, Vincent heurte un balai qui tombe avec bruit. Les lumières s'éteignent, silence dans la maison. Le dénonciateur a peur. Alors Vincent s'enfuit. Pour la première fois, il perd son sang-froid. Il court avertir Berthe, lui dit qu'il n'en peut plus, qu'il va se jeter dans le L'Oeil, la petite rivière qui serpente un peu plus bas. Non, non, ne fais pas ça, supplie-t-elle. Ils ne me prendront pas vivant. J'en tuerai le plus grand nombre, et puis après, je me tuerai. Éperdue d'amour et de terreur, elle pleure et l'embrasse, le calme et le rassure. Puis Berthe court chez l'abbé Verdier, le curé de Daciel. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le curé ?» dit-elle au bord des larmes. « Allons, pas de panique, fait l'abbé. Pas de panique. Les gendarmes ne sont pas encore prévenus, et il leur faudra du temps pour arriver. Il faut que Vincent parte. Je vais tout arranger. Je vais lui donner une carte
et une boussole. Il faut qu'il parte en Espagne. Et Vincent part, la nuit de l'Ascension, vers le sud, vers l'Espagne. Mais pas de chance. À 4 ou 5 kilomètres de Nassiette, il tombe dans un fossé rempli des eaux de la dernière pluie. Vincent est trempé. Il revient et court se sécher dans le grenier de son oncle qui habite aux Gaillottes. Au matin, il est découvert par son oncle. « Quoi? C'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es complètement fou! Tu vas tous nous faire arrêter! Va-t'en, Mouliard, va-t'en !» Décidément, les gens de sa proche famille ne sont pas très courageux. Ah, ils ont peur, voilà tout. Et Vincent, dans la forêt, put reprendre son voyage. Combien de jours? Combien de nuits, plutôt? Il passe par Mauléon, par Tardets. Une patrouille de gendarmes le surprend, mais il se cache dans le cimetière et parvient encore une fois à leur échapper. Puis les montagnes se rapprochent. Les Pyrénées. Il demande son chemin à un berger. Puis la neige arrive. Et enfin, la frontière. Il contourne le port de Larraux par un chemin très escarpé pour éviter les douaniers. Et c'est l'Espagne. Pamplune. Ça y est, il y est! Pendant ce temps, l'abbé Verdier a été avertir Berthe qu'il avait trouvé une voiture et quelqu'un pour amener Vincent en Espagne. Mais il était déjà parti. Au bout du compte, Vincent Mouliard aura réussi une évasion qui ne doit rien à personne, si ce n'est à lui-même. Son courage, son audace, une détermination sans faille. Une chance insolente aussi par moments. Son astuce, sa vigueur physique et morale. Et l'amour de Berthe, bien sûr. Après son départ, il y a eu un défilé incessant de villageois pour visiter sa cachette dans les bois, sa cabane fortifiée, la maison de Pilou, comme on le surnomme à Nassiette. Et Berthe? Eh bien Berthe, malgré la surveillance permanente dont elle fait l'objet, Berthe le rejoint en 1919 à Saint-Sébastien. Et l'abbé Verdier du voyage? Mais oui, je tiendrai à être là, parce qu'ils vont se marier, ces deux enfants, et c'est moi, Verdier, qui vais les marier. Et pas question que ce soit un autre, et j'apporte même les alliances. Et c'est la fin de la Grande Guerre, et les millions de morts qu'elle a provoqués. Alors, il refait sa vie en Espagne, Vincent Mouliard. D'abord dans la fabrication de charbon de bois, puis dans la charpente, devenant en 3 ans ouvrier hautement qualifié. Les enfants naissent, il a du travail, mais il repense toujours à cette affaire de Mézy, et il n'arrive pas à s'y habituer. Quand même, pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi, cette affaire-là? Et comment des choses pareilles peuvent exister? Il prendra contact au fil des années avec de vieux compagnons de tranchée, d'anciens sous-officiers, des officiers, des généraux même intervinrent en sa faveur. Mais cependant, aucune mesure de grâce individuelle ne fut accordée, ce qui en dit long sur la volonté des états-majors de maintenir la validité des jugements mortels qui avaient touché les mutins ou prétendus tels. Et Berthe? Eh bien, Berthe travaille comme couturière jusqu'en 1934. Dans un pensionnat de jeunes filles tenu par des dominicaines. On la tient en haute estime, ainsi que son mari, dont l'histoire est désormais connue de tous. Ils auront 8 enfants, donc 5 sont morts à la naissance ou en bas âge. Robert, Hélène et plus tard Marie-Thérèse en France ont survécu. Désormais aisés, les Mouliard ne se mêlent pas de vie politique. La dictature de Primo de Rivera ne les émut guère. Le départ du roi Alphonse XIII non plus. Et depuis 1931, c'est la Deuxième République espagnole. La chute d'un roi n'est pas de nature à attrister les Mouliard, qui étant français, trouvent que la République, c'est encore ce qui se fait de mieux. Et puis Vincent est ouvrier. Alors il partage l'opinion générale de sa classe. Pas de politique donc.
mais des principes. Après 2 années de guerre civile, les élections de février 1936 donnent le pouvoir au Frente Popular, opposé au bloc national anti-révolutionnaire. Et c'est le début de la guerre d'Espagne. Sans prendre part à proprement parler au conflit, Vincent, du côté des Républicains, se dévoue au secours de blessés et des équipes chargées d'ensevelir les morts. Et fin juillet 1936, Berthe est rapatriée en France avec les enfants. Pour fuir la guerre et éviter que Vincent nous soit incorporé de force dans les troupes franquistes, la famille avait décidé de rentrer au pays. Vincent savait qu'il bénéficierait de l'amnistie accordée aux condamnés dans son genre depuis le 1er juillet 1933. Alors il s'embarqua sur un torpilleur américain qui emmenait les réfugiés de Bilbao à Bordeaux. À Bordeaux, croyant n'avoir rien à craindre, Vincent ne cacha ni son nom, ni sa destination. Mais la bureaucratie décida qu'il n'y avait pas d'amnistie qui tienne, et c'est ainsi que Vincent Mouillat fit connaissance avec les cachots du fort du Havre. Bon, heureusement, après quelques jours de cachot, ces protestations eurent raison de la poursuite des injustices. 3 jours après, il était à l'assiette. Vincent, Berthe et leurs enfants durent recommencer leur vie. Une fois de plus, ils n'avaient rien. Ni argent, ni maison, ni travail. Seule leur très forte union les tenait. L'abbé Verdier était mort. Mais la nouvelle du retour du proscrit avait fait le tour du pays. Pilou est revenu. Alors, pour les Mouillat, ce fut le début de l'hébergement provisoire. Une maisonnette près de l'église. Les lits qu'apportèrent les uns pour les enfants, les draps et les couvertures, les meubles et la vaisselle qu'apportèrent d'autres. Puis les enfants grandiront, partiront, se marieront, auront eux-mêmes des enfants. Vincent et Berthe sont allés habiter à Landrette, dans la petite maison de Berthe. Amnistié, Vincent? Oui, amnistié, mais pas réhabilité. Pourtant, toute l'amicale du 18e régiment a manifesté. Des officiers ont témoigné, ils ont dit « Mais quand même, c'est pas possible, il faut que Mouillat soit réhabilité. » Et le capitaine Lasserre, qui est mort au Val-de-Grâce, souhaitait plus que personne que Mouillat soit réhabilité. Alors il a fait venir à lui un de ses anciens camarades de tranchée, le sergent Nicole. Il lui a dit « Nicole, je vais mourir. Reprenez l'affaire en main. Il faut réhabiliter Mouillat. » Réhabiliter? Il paraît que c'était pas possible. Parce que même si Vincent était amnistié pour fait de mutinerie, il avait déserté. Alors il aurait fallu qu'il revienne à son régiment avant la fin de la guerre. Revenir à son régiment avant la fin de la guerre pour être fusillé, c'est pas sérieux. En 1952, Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la guerre, a rendu à Vincent Mouillat sa carte de combattant. Il a donc eu droit à sa retraite de combattant. Mais il lui faudra encore attendre des années avant de récupérer définitivement sa croix de guerre. Et un jour, dans une rue de Nassiette, un voisin le voit, le reconnaît, va vers lui et lui dit « Quand même, monsieur Mouillat, c'est moche la guerre, hein ?» Ben, il est tout saisi. Ben oui, il n'y avait jamais pensé, Vincent. Et il a raison, le voisin. Alors Vincent regarde le voisin et répète « Oui, c'est vrai. C'est moche. La guerre. »
merci d'être venus si nombreux cette journée du 11 novembre, qui est évidemment une journée un peu particulière. Hein. Donc, monsieur le maire a très bien parlé de cette journée avant que je commence. Donc, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Donc, je commence par la mairie de Nassiette. On bouge tellement que je ne sais plus où on est. On est où, Jean-Paul? C'est Jean-Paul, toi, c'est ça, hein? Alors, merci à la mairie de Tarnos de nous avoir accueillis. Bien entendu, merci à monsieur le maire, merci à Maya, merci à tous ces gens qui nous ont vraiment bien assisté depuis ce matin. Merci à Didier, merci à monsieur le directeur de l'école de musique dont je ne connais pas le nom. Merci évidemment à mon camarade Jean-Paul qui m'accompagne toujours et au clavier et à la lumière sans qui je jouerais dans le noir. Merci aussi à Yvon et Ange-Marie d'être venus, donc, qui nous ont fait cette belle exposition sur Vincent Mouliat. Merci aussi à Maïté, donc, qui est ici quelque part, je ne vois rien, non. Je dis, lève la main Maïté, voilà. Merci à Maïté, qui est la fille de Vincent Mouliat, et donc qui est venue de Orthez aujourd'hui. J'ai peut-être oublié des gens, mais qui ne m'en veulent pas, hein, c'est que je suis un petit peu ému aussi, un peu fatigué. Cette représentation est dédiée à monsieur André Curculos, donc, qui est l'étincelle qui a déclenché tout ce mouvement de mémoire autour de Vincent Mouliat. Et à ce sujet, je vais passer la parole à mon amie Maïté, donc, si elle veut bien prendre le micro. Ce que je peux dire de papa et de maman, c'est qu'ils ont su fonder une famille. Après toutes ces péripéties que papa a subies. Je vous présente mon fils, à mon tour, qui permettait de dire que j'ai eu des parents très exemplaires, mais papa n'aime pas me parler de son histoire. Je suis la dernière née en France. J'ai mon frère et ma soeur qui sont nés à Saint-Sébastien. Moi, je suis née au retour. Ils sont rentrés en 1936. Moi, je suis née après. Maman avait 43 ans. Ils m'ont gâtée. Je suis porteuse de gènes de souffrance. Voilà, messieurs, dames, je vous remercie d'être venus. Et je vous demanderai encore un applaudissement pour monsieur Chauffet. Merci Maïté, merci à vous tous. Quand même que papa, son dernier mot qu'il a toujours prononcé, c'est plus jamais ça. Il te vous dire ça, plus jamais ça. Merci monsieur le maire de Tarnos aussi. Je vous remercie. Merci Maïté. Si vous le désirez, on reste à votre disposition pour éventuellement des questions. Donc, voilà.